sur l'obligation, voilà, sur les obligations de vigilance en matière climatique, et qui est juriste également à notre affaire à tous. Vous avez donc également 20 minutes. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre premièrement? On vous entend, oui. Très bien, merci. Bon, merci aussi beaucoup à Christelle et à Camilla pour l'organisation de ce fabuleux colloque. Je vais donner une présentation assez rapide. Je vais essayer pour qu'on garde un peu de temps pour les questions sur du coup l'influence de la Human Rights Due Diligence. Donc c'est HRDD, l'acronyme en anglais pour la diligence raisonnable en matière des droits humains. Je vais m'intéresser à l'influence de celle-ci sur les obligations climatiques des entreprises, notamment des sociétés mères, sur leurs émissions directes et indirectes de scope 1, 2 et 3. Je vais commencer par définir un peu plus précisément la diligence raisonnable. Donc, selon les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, en anglais, les UN Guiding Principles, donc les UNGPs, notamment le principe numéro 17, la diligence raisonnable en matière des droits de l'homme consiste en fait à essayer d'atténuer et d'identifier donc les incidences négatives sur les droits de l'homme que les entreprises peuvent avoir, donc sur les droits de l'homme, à savoir sur les tierces personnes, et donc à les identifier et identifier tous ces risques qui découlent de leurs activités et de leurs produits ou de leurs services, qui découlent donc non seulement de leurs activités en tant qu'entreprise, à savoir filiales, groupes de sociétés, mais aussi ses relations commerciales. Et donc, en fonction de la taille de l'entreprise, cette diligence doit être de plus en plus, est en fonction assez complexe, pardon. Et elle doit aussi s'exercer en permanence. Et donc, voilà, les entreprises sont donc invitées à essayer de prioriser les sujets les plus importants, là où il y a les risques les plus graves, et aussi de le faire de permanence, car les risques évoluent aussi au cours du temps. Selon le guide interprétatif des principes directeurs, la diligence raisonnable a été définie comme étant une mesure de prudence de la part d'une personne prudente et raisonnable. Et donc, ce comportement raisonnable doit donc dépendre aussi des circonstances particulières et qui doit être aussi donc appliqué de manière constante. Et donc, dépend encore une fois, ça c'est la deuxième partie de la phrase que j'ai soulignée, dépend donc des circonstances, des situations, à savoir le secteur, le contexte d'exploitation, la taille et autres facteurs similaires de l'entreprise dans laquelle elle évolue. Donc, ce que nous voyons avec ces deux définitions, et ce qui a été mis en lumière par justement l'étude qui a été commissionnée par la Commission européenne pour savoir si un devoir de vigilance des entreprises multinationales doit être mis en œuvre à l'échelle européenne ou non. Cette étude, en fait, a démontré que la définition même de la diligence raisonnable est liée en fait à un principe juridique du droit existant qui est assez universel, à la fois au sein de l'Union européenne, mais aussi dans le monde entier, et en fait qui est lié tout simplement au no harm principle, c'est-à-dire à l'interdiction de causer un dommage à autrui. Cette définition aussi renvoie, par exemple, en droit civil, à une notion qui est désuète, qui n'est plus utilisée aujourd'hui, à celle du bon père de famille, qui est désormais utilisée, qui porte une appellation différente, c'est celle de la personne raisonnable. Donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'en fait, la Human Rights Due Diligence est en fait inspirée d'un concept existant du droit positif. Et ça, c'est assez important car les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme qui ont donc défini cette Human Rights Due Diligence faisait partie en fait d'un cadre normatif du droit mou
Et cette définition, cette inspiration qui vient en fait du droit positif permet en fait de renforcer cette définition et de lui donner une valeur normative un peu plus contraignante. Donc voilà, il est attendu des entreprises, y compris des sociétés mères, d'exercer cette diligence vis-à-vis des filiales et des chaînes de sous-traitance, donc pour prévenir toutes les atteintes particulièrement graves aux droits de l'homme et ce de manière extraterritoriale. Voilà, pour faire le lien avec les questions climatiques, j'ai décidé donc de m'intéresser plus particulièrement aussi aux émissions de scope 1, 2 et 3. Donc, c'est une typologie qui est largement utilisée par les entreprises aujourd'hui. Ça a été en fait établi par le Greenhouse Gas Protocol, c'est donc une initiative privée du secteur privé, c'est-à-dire à la fois d'entreprises, mais aussi de la société civile, qui a été mis en place. Ils ont mis en place en fait un système donc, pour mesurer l'empreinte carbone des entreprises. Le scope 1, c'est les émissions directes provenant des activités des entreprises. Le scope 2, c'est toutes les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie des sites opérés par les entreprises. Donc, c'est-à-dire si vous travaillez aujourd'hui dans un bureau et que l'énergie qui vous est fournie pour vous chauffer ou pour utiliser votre ordinateur vient d'une tierce partie, ça, c'est des émissions de scope 2. Et enfin, les émissions de scope 3, donc pour les entreprises, les émissions de scope 3 les plus importantes sont celles de catégorie 1, c'est-à-dire celles liées à la chaîne de production, la chaîne de sous-traitance. Donc, c'est toutes les émissions qui sont liées à cette chaîne. Les émissions liées aux produits vendus par les entreprises, ça, c'est la catégorie numéro 11. Donc, pour l'industrie pétrolière et gazière, c'est le pétrole qui est vendu donc à la pompe aux consommateurs, c'est les voitures vendues, les bâtiments qui sont construits, etc. Et enfin, la catégorie 15, extrêmement importante également, c'est toutes les émissions qui sont liées aux activités financières des acteurs financiers, des banques, etc. Ce qui est intéressant aussi avec cette typologie de ce concept de scope 1, 2, 3, c'est que ça ne se restreint pas, bien sûr, aux émissions d'une société, c'est-à-dire d'une entité donnée, mais que les sociétés mères, les groupes de sociétés, en fait, doivent faire en sorte de comptabiliser l'ensemble des émissions de leur groupe et de leur chaîne de sous-traitance lorsqu'un groupe est mis en place. Donc, la problématique de mon intervention vise en fait à savoir la question suivante, c'est-à-dire que il existe en fait des obligations climatiques pour les entreprises qui impactent donc les scopes 1, 2 et 3, comme on va voir en première partie très rapidement, mais il n'existe pas en fait d'obligation explicite des sociétés mères envers leur scope 1, 2, 3 de leur groupe et de leur chaîne de sous-traitance. Et donc, la question vise à savoir si la Human Rights Due Diligence, donc ce concept de soft law, mais qui est inspiré du droit commun, peut aider en fait à établir un lien juridique entre les émissions de scope 1, 2, 3 des filiales et des sous-traitants et le périmètre de responsabilité de la société mère. Et là, je m'appuie en particulier, je fais référence au contentieux en cours qui s'appuie à la fois sur la diligence raisonnable des entreprises et les scopes 1, 2, 3 aux Pays-Bas, à savoir l'affaire Milieu Defensie contre Shell, qui a abouti récemment à un jugement assez important, et le contentieux en cours en France, notre affaire à tous et d'autres contre Total. Voilà, le plan de la présentation, je vais donc en premier rapidement vous présenter quelles sont les obligations climatiques qui sont existantes et qui impactent le scope 1, 2, 3. Puis, je vais m'intéresser aux obligations de diligence qui peuvent avoir donc un impact, une influence sur les scopes 1, 2, 3 des filiales vis-à-vis l'obligation de diligence, par l'intermédiaire de l'obligation de diligence des sociétés mères. Et enfin, je vais vous présenter les différentes déclarations qui peuvent en fait aboutir à une obligation pour les États d'imposer véritablement cette diligence raisonnable aux entreprises. Alors, les obligations impactant les scopes 1, 2, 3, les émissions des entreprises, je vais vous donner une série d'exemples. Donc, j'imagine que vous connaissez tous bien le système ETS, c'est donc le marché du carbone européen qui a été mis en place en 2003 et donc qui oblige les entreprises, les opérateurs industriels d'une certaine taille en fait, à participer à ce marché
carbone et donc à restituer des quotas à partir du moment où, en fonction de leurs émissions de scope 1. D'autres exemples existent, notamment dans le secteur du charbon, les opérateurs donc, sont soumis à des obligations supplémentaires, à savoir des taxes, des standards supplémentaires. En Allemagne, par exemple, tous les opérateurs doivent fermer leur centrale électrique au plus tard en 2038. Cette date va probablement être avancée en 2030. Pour les obligations de scope 2, donc, il y a des obligations de rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, on doit donc faire ces rénovations énergétiques justement pour essayer d'économiser de l'énergie, mais aussi du CO2. Et pour le scope 3, il y a donc une série d'obligations qui sont existantes, et notamment par rapport aux constructeurs automobiles qui doivent donc respecter certains standards d'émissions, les constructeurs, les promoteurs immobiliers qui doivent donc construire des bâtiments qui consomment zéro énergie depuis l'année 2020 en Europe. Et enfin, les entreprises pétrolières qui doivent donc réduire l'intensité carbone des carburants au regard de l'article 7A de la directive sur la qualité des carburants, et aussi d'inclure un certain pourcentage de renouvelables. Donc, toutes ces obligations-là, en fait, ont une influence sur les émissions de scope 1, 2 et 3. Deuxième partie, sur les obligations de diligence. Je vais commencer en fait avec l'obligation de diligence financière, qui est assez intéressante parce qu'en fait, celle-ci c'est-à-dire impose de manière très indirecte, via le droit de la responsabilité aux entreprises, de prendre en compte et de faire en sorte que tous les risques financiers qui pèsent sur l'entreprise soient prévenus pour que la santé financière de l'entreprise ne soit pas mise en péril. Cette obligation de diligence existe aussi potentiellement au niveau du groupe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la santé financière du groupe est mise en jeu, la société mère, bien entendu, ou celle qui est cotée en bourse, doit faire en sorte que ces risques-là soient maîtrisés. Et donc si cela n'est pas le cas, potentiellement les parties prenantes, les shareholders, les actionnaires peuvent donc instituer des actions en justice contre les directeurs des entreprises, mais aussi l'entreprise en soi, si ces risques-là n'ont pas été suffisamment maîtrisés. Et donc, la Commission européenne, suite à l'adoption de la directive sur la responsabilité sociale et environnementale, qui impose donc aux entreprises d'une certaine taille de déclarer leurs risques environnementaux et sociaux, ont également adopté des lignes directrices sur le climat. Et ces lignes directrices disent que les grandes entreprises doivent en fait divulguer et réduire dans la mesure du possible les émissions de scope 1, 2, 3, notamment pour des raisons financières, parce que les parties prenantes et les investisseurs doivent prendre en compte en fait quels sont les risques financiers, notamment liés à une augmentation du prix du CO2, les risques politiques liés à l'adoption de mesures plus protectrices de l'environnement, les risques réputationnels, et enfin les risques juridiques de non-conformité et de responsabilité en cas d'inaction. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette due diligence peut en fait converge vers une obligation de long terme, vers finalement une nécessité pour les entreprises de prévoir la neutralité carbone à l'horizon 2050, car de plus en plus de pays dans le monde entier s'engagent dans cette voie. Et aussi en Europe, nous avons par exemple la taxonomie verte qui a été adoptée et qui, quand bien même elle n'est pas contraignante en soi, elle oblige les entreprises, à partir du moment où elles déclarent faire des investissements verts, de le faire dans une certaine liste. Cette liste d'activités qui vise en fait à faire en sorte que la transition énergétique, que cette liste d'activités elle est compatible avec la transition énergétique, avec la neutralité carbone en 2050, et donc elle incite très fortement
les entreprises à le faire. Et si donc les entreprises déclarent que leurs activités sont durables ou sont vertes, mais qu'elles ne le sont pas dans les faits et qu'elles ne correspondent pas à cette liste, il y a des sanctions qui sont prévues donc, pour sanctionner ce greenwashing. Il y a aussi les obligations de diligence qui permettent aussi de vigilance, qui permettent de protéger les droits de l'homme et l'environnement, comme on s'intéressait au début, donc la diligence raisonnable en matière des droits de l'homme. Et là, ce que les demandeurs font, la société civile, c'est qu'ils utilisent donc le concept de prudence, le devoir de vigilance qui existant dans le droit positif, dans le droit de la responsabilité, notamment aux Pays-Bas, mais aussi en France, dans les contentieux Shell et Total. Donc, pour faire ces demandes aux entreprises, d'être plus proactifs encore que par rapport, si on prenait simplement en compte les risques financiers, et donc de poser des demandes surtout à court terme pour faire en sorte que les émissions soient réduites le plus rapidement possible. Et donc, cela aboutit aux Pays-Bas à ce jugement contre Shell qui impose donc à la société mère de réduire immédiatement les gaz à effet de serre et notamment de les diminuer quasiment par 2 en l'espace de 10 ans. Il y a aussi une évolution normative qui est en train de se produire via en fait, la responsabilité des États. Et donc là, nous avons pu constater en 2019 une déclaration très intéressante de 5 comités onusiens en charge de la protection des droits de l'homme, selon laquelle en fait, les États ont le devoir de réglementer les acteurs privés, notamment en les tenant responsables des dommages qu'ils génèrent tant au niveau national, mais aussi extraterritorial, et notamment rendant obligatoire la diligence raisonnable en matière des droits de l'homme. Donc là, il y a ce lien qui est fait de nouveau entre la diligence raisonnable des droits de l'homme et les questions climatiques. Et ce lien a été fait aussi notamment dans l'observation générale numéro 36 relative au droit à la vie par le Comité des droits de l'homme, sur laquelle je ne vais pas revenir par manque de temps. Ce qui est intéressant, encore une fois, ici, c'est cette évolution normative. Donc, vous voyez bien que les UNGP, les UN Guiding Principles faisaient partie du droit mou, de la soft law, mais que via certaines déclarations, notamment les principes de Maastricht, qui ont été adoptés par des juristes et des organisations de la société civile, ont contribué en fait à faire évoluer les avis des comités, car au début, ce n'était qu'une simple recommandation de réglementer les entreprises multinationales, mais ces principes de Maastricht en fait, ont mis en lumière que même les États en fait, sont soumis aussi à une obligation de prudence et de diligence, et au regard des risques qui pèsent sur les droits de l'homme, ont finalement une obligation de réglementer aussi les entreprises multinationales, tout comme les sociétés mères et les entreprises elles-mêmes ont le devoir de s'autoréguler. Et donc, cela aboutit en fait à des observations générales, à des statements, à des déclarations de plus en plus fermes sur le sujet de la réglementation des multinationales, notamment à cette déclaration que j'ai présentée juste avant. Et là, pour finir donc ma présentation, je vais rapidement vous dire que cette obligation de réglementation des multinationales est aussi invoquée actuellement dans une affaire en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans l'affaire Duarte Agostinho, ou l'affaire des petits Portugais, donc qui est dirigée contre 33 États européens. Et là, il est possible que du coup, cette Cour européenne des droits de l'homme s'appuie sur les déclarations des comités onusiens, parce que les manquements des États sont assez flagrants, c'est-à-dire que, hormis en France, avec la loi relative au devoir de vigilance, il n'existe pas de diligence raisonnable qui est imposée aux entreprises de manière explicite. Et bien sûr, nous avons donc les concepts du droit positif qui peuvent être mobilisés dans des contentieux en cours, mais tout cela est extrêmement incertain. Et aussi, bien sûr, deuxièmement, le fait que nous sommes en passe de largement dépasser les objectifs de l'accord de Paris. Et donc,
cela va peut-être aussi conduire la Cour en fait à corriger les manquements, non seulement par rapport aux émissions territoriales des États, mais aussi ces émissions extraterritoriales liées aux entreprises des multinationales. Et dernier signe aussi, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, elle a enclenché le traitement rapide de cette affaire et d'autres, notamment aussi pour répondre à l'urgence climatique. Donc, c'est possible que, que cette obligation de réglementation des multinationales fasse l'objet d'une évolution jurisprudentielle dans un concept, dans un système, on va dire, un peu plus contraignant, à savoir celui de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là et laisser un peu de temps, je l'espère, aux questions. Merci beaucoup, Paul, pour votre intervention, pour le respect parfait du timing à la minute près. Alors, on va revenir sur votre intervention, bien entendu. Je regarde si Marine est encore là. J'ai peur qu'elle ait été obligée de partir pour se rendre en cours. Il aurait été bien de pouvoir prendre peut-être quelques questions pour elle, mais je crois que c'est trop tard.